Mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir, bienvenue à l'an de grâce 2026. Eh bien, vous le savez, c'est la toute première édition de cette saison 4 de 237 Stories. C'est un plaisir renouvelé pour moi, CWK, une fois encore d'être aux manettes avec toute une grande et dynamique équipe derrière. Eh bien, c'est votre podcast, c'est 237 Stories qui reprend le contrôle. Ça fait un moment, on n'était plus là, entre décembre et janvier, le temps pour nous de restructurer les choses, de bien construire, mais surtout pour mieux vous servir, chers auditeurs. Eh bien, les choses, comme on le dit souvent, les petits plats ont été mis dans les grands, tout simplement pour vous faire plaisir, pour vous offrir une meilleure expérience, aussi bien auditive, mais surtout au niveau de la qualité des débats. Vous le savez déjà, 237 touristes, c'est un échange républicain sur un peu de tout, que ce soit des sujets d'actualité, que ce soit la politique, le sport ou même encore des sujets liés à la société. Eh bien, on répond présent avec l'ensemble de nos invités et comme à l'accoutumée pour cette saison 4, on prend les mêmes, on recommence et on met surtout un peu de piquant, un peu d'ingrédients en plus. On ne va pas déroger à la règle donc de présenter nos différentes convives et aujourd'hui, ils sont déjà deux qui ont accepté d'être sur le plateau en attendant bien sûr que d'autres puissent nous rejoindre. En vous souhaitant la bonne année, j'ai envie de commencer par Kemoun. Lui, je ne sais pas si on va encore le présenter, mais c'est celui-là qui dira toujours non à tout ce qui concerne Paul Bon. C'est tout simplement notre a dit pour le bien du Cameroun. Bonne année. Bonne année, bonne année à vous tous, bonne année aux auditeurs qui nous suivent. C'est avec plaisir qu'on se retrouve ce soir pour discuter, n'est-ce pas, de la nation. Bon, tout ce qui concerne Paul Biya, il dira non. Peut-être ça peut se justifier, parce que vraiment, quand on est né, on a trouvé un monsieur qui était présenté comme président de la République, qui n'a pas apporté grand-chose pour l'amélioration, n'est-ce pas, du vécu de votre naissance On jusqu'à a, ce on a qu'aujourd'hui l'impression vous qu'il est soyez encore là, adulte. il n'est pas prêt de bouger. Que vous deveniez adulte et que pendant tout ce temps, vous vous rendez compte que quand on parle d'une république, vous n'avez pas l'impression d'être dans une. Quand on parle de la grandeur d'un pays, vous avez l'impression que chez vous, ça régresse. Pour ceux qui même peuvent avoir les quelques images de grandeur avec les immeubles, n'ont pas une traçabilité. Vous réalisez simplement que vraiment, il est temps de tout faire pour que cet état de choses change et ça ne peut changer que si celui qui a la tête, qui est censé impulser le bien, n'est-ce pas, peut avoir la vision qui va avec. Paul lui a jusqu'à présent n'ayant pas présenté une quelconque capacité à impulser quoi que ce soit, il n'est pas question, n'est-ce pas, d'accepter qu'il soit toujours là pour faire plaisir à X ou Y. Donc voilà un peu ce qui peut justifier cette prise de position et ça fait un moment quand même que je roule la bourse dans ce secteur, ce qui fait que j'ai peut-être pu m'endurcir avec le temps. Voilà. Et en tout cas, on espère que c'est endurci du bon côté, en permettant bien sûr pour les différents arguments que vous aurez à proposer, aussi bien dans les échanges, mais aussi dans les propositions sur le plan politique camerounais, parce qu'on le rappelle quand même, tu es un membre assez pertinent et assis dans le MRC, et c'est quand même avec force de proposition que tu viens toujours aussi bien sur notre plateau que dans les différents échanges sur la scène politique camerounaise. Une autre personne qui est avec nous aussi ce soir et que vous connaissez déjà, du moins sa voix, c'est Sepiro qu'on ne présente plus également. Sepiro qui est là depuis, c'est la deuxième saison, je pense, avec Sepiro. Mon frère, comment tu vas? J'espère que ton année commence bien. Bonne année. Bonne année, CWK, bonne année aux panélistes, bonne année à tous les auditeurs dans le monde. Alors, comment commence l'année? Est-ce que tout va bien? On a vu le Cameroun, ça va coup-ci, coup-ça. On ne sait pas si ça monte ou si ça descend. De ton côté, est-ce qu'il y a eu des mouvements entre-temps, avant qu'on entre en plein dans le sujet? Bon, on ne dira pas qu'il y a, il y a eu des mouvements, il y a des mouvements, mais ils ne sont pas signifiants. En fait, ils sont insignifiants. On ne dira pas vraiment que nous sommes bloqués, mais on n'avance pas non plus comme il faut pour un pays
tant qui veut émerger de sa situation. On ne dira pas que nous sommes vraiment en train d'avancer. Il y a un immobilisme sur tous les plans. Donc, on pense que ça va c'est de plus en plus dur. C'est vers ça qu'on avance. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais bon, on, on continue, on tient bon et on espère que les choses changeront avec de nouvelles personnes à la tête de notre État. Voilà, on espère en tout cas, surtout qu'avec ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et qui pourront nous rejoindre au cours de l'émission, que tout le monde va bien. On fait comme ça un gros big up à Joe, Joe Lavoie. Je vais commencer à l'appeler comme ça, Joe Lavoie, tout simplement parce que toutes ces fans du côté du Cameroun ont demandé à absolument le rencontrer lors de notre dernière rencontre physique, c'était à Douala. Eh bien, on espère simplement qu'elles vont être ravies lors de sa prochaine invitation. On fait un coucou à AG également. Le coucouma, comme j'aime à l'appeler, bien, c'est le boss ici. Et j'ai envie de faire également un big up à Chicharito. Il y a des chances qu'il nous rejoigne tout à l'heure. Il n'était pas très certain de pouvoir prendre l'émission, mais en cours de route peut-être. Pourquoi pas? On salue également tous ceux-là qui chaque jour viennent nous répondre, qui nous donnent le là, qui viennent répondre sous les commentaires sur Facebook, sur nos différentes pages. Et c'est l'occasion de rappeler que 237 Story, eh bien, c'est votre podcast qui est aussi bien sur toutes les plateformes d'écoute légales. Je tiens à insister dessus, que ce soit sur Spotify, sur Deezer ou même encore tout récemment sur YouTube. Eh bien, vous écrivez dans la barre de recherche 237story.com pour ceux qui sont en ligne et vous allez nous rejoindre. Alors, on va continuer ce jour en parlant des thématiques qui vont nous faire couler un peu de salive. Paul Biya, ça c'est le sujet 1. Paul Biya, 93 ans, des promesses et pas de bilan. C'est la grande question que l'on se pose à l'ouverture de ce podcast, première édition de la saison 4. Et ensuite, en deuxième thématique, un jeune peut-il réellement entreprendre au Cameroun? Avec toutes les difficultés que l'on observe au quotidien, on est en passe de se demander si il serait aisé pour un jeune de lancer une initiative sans avoir des bâtons dans les roues. Enfin, on va parler du remaniement ministériel au Cameroun. Qu'est-ce qui peut être la cause de cette longue attente? Eh bien, voilà les questions auxquelles aussi bien Kemoun que Sepiro vont essayer de répondre au cours de cette édition. Et vous, mesdames et messieurs, on n'a pas oublié que demain, eh bien, c'est le 14 février. C'est un jour festif pour certains, pour les amoureux. On vous souhaite bonne fête de l'amour, mais avant de penser à vous, il faudrait bien que l'on pense à celui qui fête aujourd'hui. C'est tout simplement Paul Biya qui est le chef de l'État, le président de la République camerounaise qui souffle sur sa 93e bougie. 93 bougies, bientôt vraiment, on tend vers une cinquantaine d'années au pouvoir déjà. C'est vrai que c'est lourd pour certains, mais Kemoun, est-ce que vous aurez eu la décence, je ne sais pas si je dirais ça comme ça, ou bien le plaisir de souhaiter joyeux anniversaire au président Paul Biya ce jour? Bon, en tant qu'humain, il n'y a pas de quoi ne pas lui souhaiter, bon, joyeux anniversaire. Mais joyeux anniversaire à la tête de l'État, je crois que je ne le ferai pas. Parce que sa présence à la tête de l'État ne nous est plus utile. Il aurait pu être utile en tant que père, en tant que patriarche pour donner des conseils. Mais il devient de trop à la tête de l'État et ça fait que ça pose de problèmes à la jeunesse qui de plus en plus croit en l'exil. Ça pose problème à la gouvernance même de l'appareil de l'État qu'il est censé avoir, sur lequel il est censé avoir la main. Ça pose problème au vécu quotidien de tous les Camerounais. Ça fait que on a souvent tendance à confondre l'homme qu'il est avec l'humanité qui va avec et la fonction qu'il occupe depuis un certain temps déjà. Ça fait que beaucoup arrivent, n'est-ce pas, à entretenir une certaine haine avec tout ce que nous avons connu. On a eu des tueries dernièrement avec la crise post-électorale. On a des gens qui meurent dans les hôpitaux faute de moyens. On en a qui boivent dans les mares d'eau avec les animaux. On en a qui ne peuvent pas se nourrir décemment. Des choses qu'on ne pourrait que voir en autre siècle. On parle de scandales à n'en plus finir. On parle de l'or, où on vous dit qu'au Cameroun a vendu 5 kilos, pendant que l'acheteur vous dit qu'il en a acheté des tonnes. À la fin, on ne sait plus exactement, n'est-ce pas, où est-ce que nous en sommes, ce qui fait que tout peut s'entrelacer. Et bien entendu, certains peuvent avoir du mal à comprendre qu'on souhaite joyeux anniversaire à celui-là,
Mais bon, il restera un humain et il faudrait que, quoi qu'il en fasse, nous autres également puissions garder notre humanité malgré la colère que nous pouvons avoir, malgré tout, pour, n'est-ce pas, continuer de croire qu'il n'y a que l'amour qui pourra, n'est-ce pas, nous sortir du malaise que nous vivons au quotidien. Et autre chose que l'amour, n'est-ce pas, ne pourra pas nous aider. Mm. Alors, c'est Pierrot, justement, j'ai envie de prendre la balle au pont avec ce que nous dit Kemoun. On a vu il y a encore 2 jours, c'est-à-dire le 11 février, il y a Paul Biya qui, dans son discours de la veille, le 10 février, son discours à la jeunesse camerounaise, a une fois encore fait des promesses. Et j'ai envie de te demander, est-ce que à 93 ans, donc pratiquement une bonne partie de cet âge-là passé aux arcanes du pouvoir, est-ce qu'on est en passe encore de se faire des promesses alors qu'on devrait être en train de parler plutôt d'un bilan? C'est Pierrot. En fait, je pense que, d'ailleurs, merci pour la question. Je voudrais d'abord un peu m'arrêter sur la question précédente et dire que, bon, je vais suivre Kemoun et dire que oui, nous avons tous souhaité joyeux anniversaire au président Paul Biya. C'est notre président, on a souhaité joyeux anniversaire. C'est un humain, c'est un grand-père, c'est un Camerounais. Donc, on souhaite joyeux anniversaire. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Est-ce que lorsqu'on se joue anniversaire, on pense à l'état du pays? Non, juste en tant que, bon, c'est notre leader, c'est lui qui dirige notre pays depuis 43 ans, plus de 60 ans dans la haute administration. Donc, normalement, on lui souhaite joyeux anniversaire. Je reviens à votre question. C'est de savoir si aujourd'hui on devrait faire des promesses au lieu de faire un bilan. Déjà, pour faire une promesse, il faut s'appuyer sur quelque chose qu'on a réalisé ou quelque chose que l'on a en sa possession. On n'a pas fait une promesse juste sur du vent. On voit et on dit, bon, voilà, nous vous promettons, nous allons faire tel ou tel réalisé. Celui à qui vous promettez va d'abord vous regarder, essayer de comprendre si vous êtes en mesure, en capacité de tenir votre parole. Or, nous vivons dans un pays où moi, par exemple, je n'ai connu qu'un seul président. Certains de nos parents, ils en ont connu deux, l'ancien président et celui-ci, mais moi, je n'ai connu que le président actuel. Monsieur Paul Biya, je suis né dans les années 90 et j'ai vu ce pays, je vois ce pays se dégrader. Parce que si je dis j'ai vu, c'est comme ça s'est arrêté. Je vois ce pays se dégrader. Tout ce qui faisait la joie et la beauté du Cameroun sont en train de mourir. Sont en train de mourir sans qu'on nous explique quelles sont les raisons pour lesquelles elles sont en train de mourir. Il n'y a aucun domaine sur lequel on peut ça peut aujourd'hui s'appesantir pour dire que bon, voilà, on partira d'ici pour aller, pour tenir, pour arriver à la promesse qu'il nous a faite. On va partir de tel domaine pour y arriver. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que le président devrait faire des promesses. Il est déjà question de faire, avant même le bilan, de faire un audit. Nous sommes partis d'où pour arriver où nous sommes? Est-ce que lorsqu'il prenait le pouvoir en 82, ou lorsqu'il était encore fonctionnaire, est-ce que le pays que son policier lui a légué est le même qu'il a même? Qu'est-ce qu'il avait au départ? Est-ce qu'on était un pays riche? Est-ce qu'on était très pauvre? Pourquoi nous sommes devenus très, très pauvres? Pourquoi est-ce que le Camerounais aujourd'hui se déplace comme une loque humaine? Pourquoi est-ce qu'il est fâché? Pourquoi il ne sourit pas? Pourquoi est-ce que tout le monde stresse? Pourquoi on parle beaucoup plus de suivi aujourd'hui ou de vie? Pourquoi est-ce que tout le monde pense à l'étranger aujourd'hui, systématiquement? Pourquoi est-ce qu'on a une insécurité? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on est suivi, qu'on ne peut même pas s'exprimer? Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il est question de faire une quelconque promesse aux Camerounais qui sont là. Surtout quand on dit c'est la fête de la jeunesse. Faire de lance de la nation, faire de lance de la nation, ce sont leurs mots, sont leurs expressions. On parle aux jeunes, mais vous les promettez, on promet quoi aux jeunes? Qu'est-ce qu'on a promis aux jeunes? Moi, j'étais moins jeune quand on nous promettait peut-être le plan triennal. Mais aujourd'hui, c'est quoi le bilan? Partant de là, je peux savoir si la prochaine promesse, celle qu'il a faite il y a quelques jours, il pourra la tenir. Mais je ne pense pas qu'il est temps, ou question aujourd'hui de faire une promesse. Je pense qu'il est peut-être temps de faire une introspection de la personne, de faire son introspection, à lui dire, OK, moi, je prends un an. Moi, je vais me regarder dans la glace pendant un an. Et je viendrai vous dire si je mérite de vous parler ou pas. C'est déjà ça qu'il faut faire. Il faut une introspection. Avant de parler aux gens, leur promettre, il faut déjà se regarder et voir si on est capable de tenir cette promesse-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président n'a pas à nous faire de promesses. Et je pense que ça se manifeste dans la vie quotidienne, nous qui observons beaucoup plus.
nous qui observons, je parle d'observation, le 11 février, nous comptons sur le bout des doigts ceux qui étaient assis devant la télé à regarder ça. Qui était 19 heures, les gens demandaient, mais tu pars où? Est-ce que tu vas écouter le président aujourd'hui? C'est une question, on la pose pour rire aujourd'hui. Oh, ça devait être. On a l'impression qu'il y a un gros désintérêt de la part des Camerounais envers tout ce qui concerne la gestion du chef de l'État, la gestion même de la chose publique. On a vraiment un gros désintérêt. Peu de personnes sont intéressées et même quand elles sont intéressées, on a l'impression que c'est un discours qui est rédhibitoire. C'est la même chose qui revient. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un changement dans ce qui est dit par le président. Non, aujourd'hui, ce n'est plus une impression. Nous sommes au niveau de l'impression. Comme je vous l'ai dit, moi dans la science que j'ai faite à l'école, je prône l'observation. Je ne suis pas beaucoup théorie, je suis plus observation. Il y a les théories et il y a l'application. Moi, c'est dans l'application. Je regarde la société qui m'entoure. Je regarde les Camerounais avec qui je suis au quotidien. Nous étions assis le 11 février le 10 avec les Camerounais. Nous étions assis là, on bavardait autour d'un pot après le sport. Mais je peux vous dire, on m'a plusieurs là, c'est quoi le thème de cette journée? Il vous disait que qu'est-ce que j'en ai, ça me sert à quoi? Moi, je suis là depuis 30 ans. J'ai entendu des thèmes et des thèmes et des thèmes et des thèmes, mais de quand moi Il n'y je a dis pas eu de changement. de quand on dit que c'est même bien comme il pleut, qu'ils vont nous excuser avec le bavardage, qu'on coupe la lumière, donc on n'a rien à, on en a Oui, c'est vrai qu'il y a une forte pluie dans plusieurs villes au Cameroun. On a vu des scènes vraiment pas très belles avec des enfants qui étaient grandement mouillés, donc, qui étaient sur la scène du défilé. avec donc cette pluie de où je suis souhaité qu'on coupe l'électricité et qu'il y ait même pas, on n'est même pas à voir notre président. Ce qui est mauvais, ça pose beaucoup de questions sur l'état d'esprit des jeunes vis-à-vis de ceux qui sont censés les diriger, les conduire Le- le- mais est-ce que juste avant de passer la parole à Kimoun, parce qu'il a une petite histoire à nous raconter par rapport justement au 11 février, est-ce que c'est pour toi, c'est Pierrot, est-ce que c'est un désamour ou c'est tout simplement un désaveu du chef de l'État et de sa politique? non, ce sont Sa les deux. politique orientée vers les jeunes, je tiens à signaler. Non, ce sont les deux en fait. Il y a un désamour, il y a un désaveu. Puisque lorsqu'on parle de politique orientée vers les jeunes, de quelle politique s'agit-il? De quelle politique s'agit-il? Qu'est-ce que le président a mis pour les jeunes? Est-ce qu'un jeune aujourd'hui a accès au financement? Est-ce qu'un jeune aujourd'hui qui va à l'école, est-ce que quand je vais finir l'école, je vais passer un concours, je vais travailler? Non, nous ne sommes Hmm. plus sûrs de rien. Donc, le cordon est vraiment, vraiment coupé entre le président et le peuple. Il n'y a plus de trait d'union, il n'y a plus rien qui nous lie Mhm. aujourd'hui. Ceux qui veulent que ça il écoute, je ne sais pas dans quoi il baigne, je ne sais pas. Il y en a toujours quelques-uns, bien sûr, mais je pense quand même En que tout cas, peut-être. on va évoquer la question du financement et aussi bien des projets des jeunes. Il y a un jeune entrepreneur qui nous rejoindra tout à l'heure au cours de l'émission, sans doute. On espère, en tout cas, il a déjà fait signe. On espère, pardon, D'accord. qu'il va confirmer qu'il reviendra. Alors, la question, c'est pas une vraie question, c'est plus l'envie que tu nous dises quelque chose, Kemoun. Il y a quelques jours encore, tu organisais un événement sportif qui rassemblait la jeunesse camerounaise et qui montrait le dynamisme que toi, déjà, avec toute ton organisation, tu as pu mettre pied. Tu as une sorte de refus ou bien plutôt une sorte de blocus lié au fait de ton appartenance politique, ce qui n'avait pas quelque chose à voir forcément avec ton organisation. Là, c'est le premier fait. Et il y a un deuxième fait qui s'est déroulé, on l'a vu en Mondo Vision, aussi bien sur les chaînes de télévision Balafon, Vision 4. On a vu aussi ce qui s'est passé lors du défilé. Alors, j'aimerais que tu nous en dises plus, Kemoun, que tu nous racontes d'abord l'événement qui s'est passé à Yaoundé 4 et ensuite peut-être celui du 11 février. Merci. C'est la première fois que je vais m'exprimer sur ces questions, en fait. Justement, en tant que régional délégué en charge des sports et de l'animation au MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il m'échoit, n'est-ce pas, le devoir de pouvoir initier des projets qui peuvent permettre la vie du parti, qui peuvent permettre à ce que les différentes instances se retrouvent, qui peuvent faire en sorte que quand il y a eu un petit relâchement, comme ça a été le cas avec la crise post-électorale, que les gens, n'est-ce pas, se remettent au travail, se rappellent qu'ils sont dans un mouvement politique et qu'ils devraient se remettre au travail.
Je m'excuse pour la répétition. Et justement, dans cette veine, j'ai donc mis en place un tournoi qui devait opposer les différents départements du MRC. Il faut dire ici qu'au MRC, nous avons un découpage qui soit un peu différent du découpage administratif proprement dit. Pour être plus près des populations, Yaoundé, par exemple, a 7 départements. Au MRC, les départements qui sont ici les circonscriptions administratives, arrondissements, de façon administrative. Justement, on Uh-huh. appelle chez nous département. Et en plus, on avait la Moufoua Famba qui fait partie du centre 1. Et on a joint à la Moufoua Famba, la Moufoua Akono qui était représentée par Bankomo. Justement, c'était un tournoi avec 8 départements, dont les 6 d'une Fundi qui ont préparé au tournoi, plus la Moufoua Famba, plus la Moufoua Akono avec Bankomo. Justement, le tournoi s'est passé dans les différents départements que je viens de mentionner pour qu'à chaque descente, il y ait un certain éveil, que les responsables sur place se retrouvent, remettent les différentes structures de leur unité en marche. Chez nous, on a l'unité, on a la commune, on a le département. Justement, ça s'est déroulé en un mois, donc du 10 janvier au 8 février, qui devait être le jour de la finale. La dernière semaine, justement, j'ai fait une demande de manifestation, une déclaration de manifestation autant pour moi à la sous-préfecture. Oui, Et oui. le vendredi, n'ayant pas reçu un appel, soit pour un refus, soit pour que j'aille avoir l'autorisation, je suis allé à la sous-préfecture des Yaoundé 4 le vendredi 6, justement. J'ai passé presque toute la journée. Je suis parti de la sous-préfecture à 20 heures environ. Donc, de 14 heures, je suis arrivé à la sous-préfecture jusqu'à 20 heures. Quand je suis arrivé au sous-préfet, n'était pas là. J'ai présenté ma note au secrétariat particulier du sous-préfet qui m'a demandé d'attendre. J'ai attendu jusqu'à ce que le sous-préfet arrive parce que, disait-on, il était à une réunion avec le préfet et les autres sous-préfets. Il est arrivé vers 17 heures. Il est allé dans ses bureaux. Je suis resté là à attendre. Après Mhm. un moment, la nuit venant, je suis allé demander, mais exactement, qu'est-ce qui se passe? On a dit que bon, le chef est là. On ne peut pas mettre la pression au chef que j'attende. Je suis resté là sous les moustiques et le froid pendant tout ce temps jusqu'à ce que je repasse. On me dit que bon, mais si on ne t'a pas répondu, on n'a pas interdit non plus. Donc, c'est le secrétaire particulier qui essaye de m'entretenir ainsi. On n'a pas interdit non plus. Donc, on va avec ton récépissé. Le moment venu, si on ne t'a pas interdit, bon, tu feras ton événement. Uh-huh. Voilà C'est ce que la comment, loi camerounaise dit. C'est ce que la loi en fait, camerounaise dit en cas de. Si on ne refuse pas, justement, c'est un accord de c'est principe. une autorisation tacite après 3 jours. Voilà, exactement. Justement, c'est ainsi que je me lève, je rentre à 20 heures, j'arrive, bon, c'est des informations qu'il ne faut pas gérer de façon publique, sinon ça va démobiliser. Parce que si tu dis Ouais. que bon, j'ai pas reçu l'information, le bas peuple ne comprendra pas qu'en fait c'est une autorisation tacite, on comprendra que bon, les gens vont se méfier. Dimanche matin, justement, l'événement se préparant, la finale avait tout ce qui va avec, les dépenses étant engagées. Vers 10 heures, je reçois l'appel de la dame chez qui j'avais pris le stade. Il s'agit ici du stade des brasseries qui se trouve du côté d'Ekié. Ouais, là, on est dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Il y a un des quatre, justement. Elle m'appelle pour me dire que vraiment, l'événement qu'on devait tenir en soirée ne peut plus se tenir parce que le sous-préfet aurait menacé le directeur général qui permet que se tienne dans ces locaux et pourtant ces locaux sont censés être la politique des événements politiques et tout et tout. Je dis que mais c'est quoi cette histoire? J'ai une demande dûment signée de vous, j'ai de vous un contrat, donc vous ne pouvez pas résilier le contrat de cette façon-là et penser que ça va s'arrêter là. C'est dans cette mesure que j'appelle justement mon secrétaire régional qui joint le vice-président Maître Sim,
qui demande que bon, qu'on attende un peu, qu'il va s'entretenir avec le sous-préfet. Voilà comment on attend. On ne sait pas exactement comment ça va se terminer, tout ça. Ils s'entretiennent vers midi, dit que bon, il a pu avoir le sous-préfet qui a déjà laissé l'événement se passer, qu'il a appelé le directeur général, qui a dit que bon, à condition que vraiment qu'on ne fasse pas de ça un meeting politique et si on peut limiter même le port de nos effigies autant que faire se peut, ce sera une bonne chose. Voilà dans quelles circonstances, n'est-ce pas, l'événement va se tenir avec beaucoup de pression à la veille. N'eût été l'intervention du vice-président du MRC, peut-être on n'aurait jamais eu de finale. Parce que là, en ce moment, Justement, on a vu le couvert au lieu de voir un jeune qui essaye de suivre la dynamique, aussi bien imposée par les gouvernants en disant il faut que les jeunes osent. Mais on a vu plutôt le MRC qui organisait un événement. C'était loin de là. C'était pas sous cette chapelle-là que c'était organisé. bon, que ce soit l'un ou l'autre, il fallait que les gens comprennent que les activités des partis politiques peuvent se tenir de façon normale. Voilà, Jusqu'aujourd'hui, ça peut. En fait, c'est la vie des partis politiques. on a souvent reproché au MRC d'être je ne sais quoi, et pourtant jamais le MRC n'a tenu un seul événement où un seul incident a eu à se produire. Voilà. Jamais il y a eu une manifestation annoncée par le MRC et par la suite on a entendu qu'on a cassé un verre, qu'on a égratigné un poteau sur la route, qu'une roue a été brûlée sur la... Rien, jamais. Mais curieusement, Uh-huh. chaque fois que vous essayez, on fait tout pour essayer d'empêcher. Donc c'est ça le drame chez nous. Et Voilà. justement, On va pas s'arrêter, hein. non, non, Il y a un deuxième événement, parce qu'il y a un deuxième événement encore plus marquant, et là, c'est même choquant à la limite. Là, ça concerne proprement le MRC qui a failli être. Là, je regardais sur Balafon Télévision, et grande a été ma surprise de constater que le MRC a failli ne pas passer au défilé. Pourtant, il avait toutes les autorisations. Raconte-nous un peu, Kemoun. Après ça, on va prendre le deuxième sujet et on sait qu'on aura beaucoup à dire dessus, surtout qu'on a un entrepreneur qui va être là, qui va nous parler un peu de ces jeunes qui osent et surtout du 14 février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le MSC a failli être... on t'a suivi d'ailleurs quand tu parlais à Balafon Télévision et sur d'autres médias. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette petite grogne venant des militants du MSC? bon, là, c'était le défilé, la participation au défilé dans le Fundi était la suite de ces événements-là parce qu'il était question de remobilisation dans le centre 1, n'est-ce pas, du MRC. Et justement, ça Oui. devait avoir l'apothéose avec les participations au défilé dans les différents arrondissements du Fundi. Nous avons Mhm. déposé ailleurs, nous n'avons pas pu avoir l'autorisation, mais curieusement, pour une fois, on a eu l'autorisation à Yaoundé 5 et à Yaoundé 7. Oui. Justement, quelqu'un d'autre était à Yaoundé 7 et moi, Yaoundé j'étais 5, c'est bien Biémassi et Yaoundé 7, c'est Paul Bisson. à Nkolbison, justement. D'accord. Euh, le matin, il a plu abondamment. On a quand même pu nous rendre, n'est-ce pas, au lieu du défilé. On avait eu à Oui. la veille, bien entendu, des rencontres pour la circonstance avec le sous-préfet qui avait donné le Oui. nombre de carrés qu'il fallait avoir, les messages qu'il fallait ne pas avoir pour pouvoir défiler. Si on vous sortait les rangs, si vous avez des messages à titre politique de façon particulière, ce que nous Oui. avons tout fait de respecter, parce que au-delà de nos pancartes qui désignaient les unités administratives de notre formation politique, il n'y avait aucun autre message politique que nous avons porté avec nous. Non plus l'effigie de notre président ou autre message politique qui aurait trait même aux élections législatives municipales à venir. Mhm. Justement, le sous-préfet nous a dûment donné le document qui nous autorisait, n'est-ce pas, à pouvoir défiler. Et arrivé sur la piste de défilé, nous avons commencé par nous aligner tel que le protocole l'avait indiqué. Nous devons passer avant Mhm. le PCRN et après le RDPC. On a commencé à nous aligner, avançant. Subitement, voilà une dame qui m'approche parce que c'est moi qui étais À tête au de file. début à la tête de file et dit qu'il est question que nous ne
que nous ne pouvons pas passer. En fait, elle ne demandait pas ou nous donnait l'ordre de nous mettre de côté. On a dit que nous avons dûment eu l'autorisation du sous-préfet et que nous allons défiler. Bon, elle a commencé à essayer de bousculer. Bon, j'évitais la bousculade, je continuais, je demandais à mes défilants À ceux qui d'avancer. vous suivaient, Nous oui. allons seulement Mhm. défiler, justement. Elle s'est rendue compte que si elle essayait de faire le pied de grue, le défilé serait arrêté là. Parce qu'il n'était pas question que où nous étions, n'est-ce pas, nous reculons. Non, il n'en était pas question, puisque nous avions avec nous l'autorisation du sous pour faire pousser des défilés là. L'autorisation, oui. Exactement. Justement. Voilà comment nous avançons, et après, ce n'est plus ça, on nous sort que non, il est question que pour défiler, nous ayons les fichiers du chef de l'État. On a dit que, mais ce n'était pas une des conditions quand nous participions aux réunions préparatoires. Si vous nous avez dit ça, nous nous serons entendus, soit nous aurions refusé complètement à participer, soit nous serons arrangés à avoir cette effigie. Ce n'est pas ici que vous allez devoir nous imposer notre condition par rapport au défilé. Nous n'allons pas accepter cette effigie et nous allons défiler pour autant. Bon, voilà comment ils ont fini par céder, on a fini par défiler normalement. Et après, nous sommes rentrés, on s'est rendu compte que bon, comme on disait tantôt, notre pays a érigé des petits présidents à tous les niveaux. Parce que vous pouvez avoir la signature du sous-préfet, quelqu'un se présentant différent du sous-préfet, vous donnant autre ordre. Au finish, on ne sait pas exactement qui peut décider de quoi. C'est juste un excès de zèle, peut-être. D'après votre explication, d'après ton explication, pardon, on a l'impression que c'est juste un excès de zèle d'un agent de l'État qui a sans doute, qui ne reflète pas peut-être la réalité, puisque vous avez reçu quand même l'autorisation de passer. Et justement, la plupart du temps, c'est ainsi qu'on vit des abus des individus, parce que quand vous voyez la dame en question, elle était vraiment déterminée. Elle dégageait une haine. Quand elle parlait du MRC, c'était avec un certain rejet. C'est-à-dire, vous voyez qu'elle avait ça dans les tripes. Et à regarder de près, vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle a vraiment comme problème? Une dame assez mûre, depuis une cinquantaine d'années. Et vous demandez, c'est quoi son problème réellement? Vous essayez de lui expliquer le problème de façon posée. Elle se met en spectacle dans la rue, essayer de vous bousculer, vous mettre hors de la route pour défiler. Mais vous demandez, c'est quoi son problème? On essaie même de lui dire que bon, voici l'autorisation, machin, c'est pas son problème. Le MRC ne doit pas défiler, point. En fait, elle n'a même pas de raison pour laquelle elle veut refuser. En tout cas, Kémoun, c'est ainsi va le pays. On va dire simplement comme ça, ainsi va le pays. Et on espère que ce n'est pas le cas un peu de partout parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a au niveau de. J'ai peur de dire, de ne pas connaître bien le nom de l'arrondissement, mais je pense au niveau du maire Yoki Onana, qui lui aussi a eu ce gros souci-là, où bien qu'étant du RDPC, il n'est même pas passé, son carré n'est même pas passé parce qu'il avait des messages politiques et le sous-préfet est venu tout simplement lui dire que ça ne pouvait pas passer parce que c'était interdit. Donc, il faut dire que c'est aussi il y a certains agents qui font bien, certains agents de l'État qui font bien le travail pour lesquels ils sont payés. Vous ne pouvez pas mélanger les deux faits. Yuki Onana oui, c'est vrai que ce sont des faits complètement différents. Il faut le reconnaître. Exactement. Nous n'avions aucune règle édictée par rapport lors des réunions préparatoires. Exactement. Mais lui, il a pensé que c'était un moment de faire campagne. Ce qui n'était pas notre cas. Nous, on avait décidé parce qu'on que c'était une occasion, n'est-ce pas, de faire partir la peur. Parce que jusqu'à présent, beaucoup se disaient que si vous portez des fiches du MRC, on peut vous arrêter, comme ça a été le cas avec la crise post-électorale. Il était question, n'est-ce pas, de faire partir cette peur, que les gens se rendent compte que non, nous sommes partis légalisés, nous n'avons pas à nous cacher quand il faut, n'est-ce pas, participer aux événements de la République, comme tous les autres citoyens camerounais. En tout cas, on m'a dit que force revient à la loi. Quand vous mélangez ces deux cas, n'est-ce pas, ça crée un peu la confusion. On a l'impression que si on a refusé au RDPC qui n'a pas fait ce qu'il fallait, c'était aussi légitime. Le MNC, bon, c'est vrai, c'est totalement différent. Merci de préciser, c'est vrai. C'est totalement différent. Alors, on va passer. Vous permettez je t'écoute. Je profiterai également de votre plateforme pour inviter tous les Camerounais qui nous écoutent ce soir à réaliser que le changement ne viendra que si nous nous mettons à défendre nos droits et à faire appliquer la loi contre vents et marées. Rien ne nous sera donné sur un plateau d'argent.
si nous restons dans nos coins et rester pleurer quand un événement se passe, qu'il soit malheureux ou heureux. Il faudrait qu'on se rende compte que notre destin réside dans nos mains. Et si nous, MRC, nous avons pu, n'est-ce pas, ce jour-là défiler, le premier jour, faire passer notre finale comme cela se doit, c'est parce que nous sommes habitués à cet tas de choses et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a que par la résilience, l'insistance que nous pourrons avoir, ce que nous avons droit au Cameroun. Donc, il n'est pas question de baisser les bras. D'accord. Et justement, c'est ce qu'on dira aussi à tous ceux qui nous écoutent sur 237 Story. On ne baisse pas les bras pour vous servir parce qu'on est toujours là. Et aujourd'hui, pour être là, on n'est pas seul. On a également un autre invité qui nous a rejoint. On va dire que c'est l'invité du jour. Et qui de mieux que lui pour parler de la deuxième thématique après avoir souhaité comme ça, joyeux anniversaire au président Paul Biya. On souhaite aussi en passant joyeux anniversaire au président du MRC Maurice Kamto. C'est demain, c'est ce 14 février que lui souffle sur sa prochaine bougie. On va dire simplement que c'est un jour qui sépare les deux, aussi bien Paul Biya que Maurice Kamto. Mais on va surtout se lancer dans la deuxième thématique de notre podcast de ce jour. Eh bien, un jeune peut-il réellement entreprendre au Cameroun? C'est la grande question que l'on s'est posée et on a envie de dire avec toutes les difficultés que l'on rencontre, aussi bien au niveau de la paperasse, des agents publics qui sont véreux, de la corruption. Il y a tellement de sujets sur lesquels on a envie de s'attarder, mais la question est toute simple. Est-ce qu'un jeune peut réellement et librement se lever au Cameroun et dire, je lance mon business et ça fonctionne? Eh bien, c'est la grande question que l'on va à laquelle on va essayer de répondre avec Sidoine Fego. Je vais dire simplement que il est en même temps journaliste, il est en même temps blogueur, mais une chose qui est son dada, parce que je vais dire ça comme ça, c'est vraiment la chose qui le passionne le plus. Eh bien, il est guide touristique. Sidoine, bonsoir, et peut-être que j'ai oublié quelque chose à ta casquette. Là, tu pourras préciser pour tous les auditeurs de 237 Story. Comment tu vas déjà? Bonne année. Bonsoir, bonne année. Merci de m'introduire sur votre plateau. Tu as cité toutes les casquettes, journaliste, blogueur, guide de tourisme, entrepreneur culturel. Donc, c'est exactement ce qui me définit. Alors, en tant que jeune, justement, c'est une occasion vu avec on est encore dans la fête de la jeunesse, on est encore dans le mois de la jeunesse. En tant que jeune, toi qui t'essayes un peu dans l'entrepreneuriat et qui lance constamment des initiatives, aussi bien sur tes plateformes qu'ailleurs, est-ce que tu ressens qu'il est facile au Cameroun en tout cas d'entreprendre? Est-ce que tout ce que tu fais, les voyants sont verts pour toi? Alors, il faut déjà me situer dans le contexte. Je me présente une fois de plus, Sidoine Fegui, promoteur de l'agence de tourisme Voyage en hauteur, qui est partie du blog éponyme. Alors, j'organise régulièrement des excursions touristiques et des randonnées sur les 7 collines de la ville de Yaoundé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que depuis 3 ans que j'ai lancé cette initiative, il y a certes de la demande, mais ce n'est pas encore comme on le souhaite. Et ce que je dois dire en termes de difficultés, c'est les autorités. Quand je parle d'autorité, les difficultés sur le terrain, c'est que tu vas faire une descente dans un site touristique, tu vas tomber sur un contrôle qui va te déranger pour X ou Y raison. C'est un peu l'actualité que l'on vit sur la toile avec ces touristes étrangers qui subissent les contrôles. Donc ça, c'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils subissent ces affres-là. Nous-mêmes, les guides locaux, nous subissons ces difficultés. Mais est-ce que quelque part, justement, parce que oui, je te suis très bien, Sidoine. Il me souvient, il y a une fois, j'étais du côté de Mbalmayo et le fait d'avoir été avec une personne de nationalité étrangère, c'était une Belge, on était en balade et le fait d'avoir pris une seule photo dans la rue, quelque chose qui n'est pas interdit, il y a au moins 3 personnes de la mairie qui sont venues nous interpeller, nous on doit avoir une autorisation. J'aurais demandé, est-ce qu'on devrait avoir une autorisation pour se filmer ou bien
puisque moi, je passe sur cette même rue tous les jours en Balmayo et je n'ai jamais été interpellé pendant toute ma formation ici. Et du jour au lendemain, parce que vous avez vu quelqu'un qui a une carnation différente de la nôtre, vous êtes rendu compte qu'il fallait une autorisation. Est-ce que toi, justement, dans le cadre de ton travail de guide, est-ce qu'il t'arrive d'être coincé par des agents de l'État qui te diront non, tu dois absolument avoir une autorisation pour filmer, ou bien peut-être en faisant, je sais que tu fais souvent des voyages en auto, est-ce que par exemple en faisant ce voyage, quand tu es uniquement avec les Camerounais, tu es moins embêté que quand tu es avec des étrangers? Bon, il faut dire que j'ai pas eu encore à avoir ce type de souci avec les étrangers. C'est vrai que la difficulté que j'avais eue peut-être c'était au niveau du Mont Fébé où j'étais tombé sur un agent de sécurité qui m'avait fait comprendre que c'était une zone à risque. Et là, j'étais pas avec des étrangers. Donc, je me dis que si j'étais avec des étrangers, la situation, le traitement allait être totalement différent du fait que j'étais juste avec les Camerounais. Mais ce qu'il faut dire c'est que euh, les échanges, le traitement que l'on a quand on est avec des étrangers, c'est pas seulement l'apanage des autorités, c'est aussi l'apanage des populations locales. Quand on fait le tourisme, l'activité, c'est un écosystème qui englobe les autorités, qui englobe les guides que nous sommes et qui englobe aussi les populations locales qui sont sur le terrain. Là, on va les appeler les guides locaux. Et généralement, certains guides locaux, certains autochtones, je vais les qualifier ainsi, dont ils se comportent un peu différemment quand ils sont en face d'un étranger. Je me rappelle, il y a une fois, nous sommes partis au Moyen-Lumdem parce qu'il y a des personnes qui résident là-haut. Donc, ils nous ont fait des remontrances parce que à chaque fois qu'on monte avec des blancs, on ne les gère pas. C'est assez incompréhensible. Déjà que Ça veut la dire quoi, on montagne ne sur les gère laquelle nous pas sommes. pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas au Cameroun, ça veut dire quoi, on ne les gère pas en d'autres Bon, termes? pour traduire en français facile, quand on dit on ne les gère pas, c'est qu'on ne leur laisse pas des cadeaux, des pourboires, du simple fait qu'ils prétendent entretenir le site. Donc, comme ils sont là sur place, ils disent qu'ils entretiennent la montagne et à chaque fois qu'on doit monter, on doit les encourager, on doit les laisser des présents, de l'argent. Et c'est dérangeant pour nous. Étant donné que c'est quand même, ce sont des propriétés de l'État, peut-être ça devrait être du ressort du ministère du Tourisme d'avoir soit de mieux bâtir l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte d'échange entre les guides locaux, les guides touristiques et même les visiteurs, de telle sorte que chacun puisse gagner quelque chose. En tout cas, je me dis que c'est pas à vous de faire forcément ce travail-là, c'est peut-être du côté du ministère du Tourisme et de mieux gérer. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a quand même un budget pour cela. Il y a des personnes qui sont formées, des cadres qui sont formés pour mieux encadrer tout ça. Peut-être une autre question avant de partir sur un sujet un peu plus léger, celui du 14 février de la Saint-Valentin, parce qu'on sait que tu organises quelque chose de très, très particulier demain pour tes visiteurs. Est-ce qu'au Cameroun, pour un jeune, c'est facile de pouvoir implanter une entreprise, de pouvoir faire la démarche? Est-ce que tu t'y es déjà essayé? Est-ce que tu as eu des difficultés précisément quelque part? D'autres personnes pourront aussi poser des questions tout à l'heure. Je pense principalement à Sepiro qui peut avoir une question. Alors, en ce qui me concerne pour mon activité touristique, il y a deux acteurs que je dois saisir, principalement le ministère de tutelle, qui est le ministère du Tourisme, pour lequel je dois avoir un agrément. Et l'obtention d'un agrément, selon la réglementation en vigueur, est conditionnée par le fait d'avoir fait des études en tourisme et hôtellerie. Cependant, dans la pratique, nous qui n'avons pas fait ces études-là, nous avons la connaissance des sites parce que nous avons tellement voyagé, nous avons pris le soin de nous documenter, d'aller en contact direct
avec les circuits, ce qui n'est pas, par exemple, le cas pour certains qui ont fait l'école. Donc, c'est déjà cette difficulté. C'est que quand on veut introduire le dossier, on te rappelle encore que non, tu n'as pas une licence en tourisme et hôtellerie, ça se complique et c'est un peu une longue procédure. Bon, maintenant, le deuxième axe, c'est la législation avec le centre des impôts. Donc, au centre des impôts, je me suis renseigné, on m'a fait comprendre que pour légaliser un établissement, c'est 100 000 francs. Mais chez tous les jeunes, tous mes congénères, c'est qui je me suis renseigné, qui ont déjà eu entamé cette démarche parce que je compte régulariser la situation au courant de cette année. Ils me font comprendre que ce qui est écrit sur le papier, ce n'est pas la réalité sur le terrain. Bon, à chaque fois que je me renseigne, on me dit toujours, prépare-toi à avoir une autre réalité sur le terrain. Donc, c'est un peu tout ça, ces difficultés, en fait, que l'on a. Alors, avec Sepiro, est-ce qu'il y a une question pour Sidoine avant que l'on ne pose la dernière question liée à son activité de demain? Bonsoir, Monsieur Sidoine. Bonsoir. Bienvenue parmi la question que je vais vous poser. Vu que vous n'êtes pas juste, moi je pense, en fait c'est mon avis, vous n'êtes pas juste des guides touristiques ou des agents qui travaillent pour le tourisme. Je pense que vous êtes aussi la vitrine de notre pays. Parce que si vous avez un blog, si vous êtes sur les réseaux, ça veut dire que vous publiez sur le Cameroun, vous le vendez à l'étranger. Mais est-ce que vous avez un accompagnement? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un accompagnement de la part de votre ministère, notamment sur le tourisme? Bon, en ce qui me concerne personnellement, non, je n'ai pas encore eu un accompagnement du ministère du Tourisme. C'est vrai que mes contenus sur le blog a justement contribué à ce que j'ai de nombreux clients internationaux. Bon, c'est parce que je publie des contenus, je valorise la destination Cameroun, qu'il y a des personnes qui lisent et se disent, ah tiens, je vais venir visiter. Mais en termes d'accompagnement direct, je n'ai pas encore eu à travailler avec le ministère du Tourisme. Mais c'est vrai qu'il y a certains de mes collègues, je vais prendre le soin de les citer, Thierry Didier Cuitieux, qui est le président de l'Association des blogueurs du Cameroun, dont je suis membre, qui a déjà eu à bénéficier d'un appui du ministère du Tourisme. Donc, alors, je crois que j'ai répondu à votre question. Oui. Je pense il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, en dehors de Thierry Didier Cuitieux TDK, pour ne pas le nommer, parce que lui, il est plus axé cuisine. Et il y a également, je pense, Désir Danga, qui est dans le Grand Nord, qui est très connu dans le Grand Nord et qui a collaboré avec pas mal de personnes. Mais toujours est-il que ça montre le difficile écosystème dans lequel on évolue au Cameroun quand il s'agit quand on est jeune et que l'on veut oser. Parce que quelque part, pour réussir à faire partie de ces exceptions, je parle d'exceptions ici pour ceux-là qui ont réussi à collaborer avec le ministère, ce n'est pas évident. Et peut-être que le ministère gagnerait aussi à encadrer les personnes qui n'ont pas forcément le diplôme académique, mais qui pourraient avoir un cursus sur le terrain qui est révélateur de leurs connaissances et qui donne envie de les intégrer. Parce que quelque part, c'est un peu comme la médecine traditionnelle. On ne va pas toujours s'attendre à ce qu'on ait bac plus 7 pour être spécialisé. Parfois, même sans le bac plus 7, il y a des médecins traditionnels qui font des merveilles. Alors, on va partir peut-être sur quelque chose de plus léger. Kemoun, bien sûr, si tu as une question, tu peux poser tout à l'heure, mais sur quelque chose, un ton un peu plus léger, Sidoine. Demain, tu organises avec Voyage en auteur quelque chose d'un peu particulier pour les amoureux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, merci de me donner l'occasion de parler de cet événement. L'événement, il s'intitule Randonnée d'amour sur le mont Meusa. Donc, le 14 février, c'est la fête des amoureux et on a décidé à Voyage en hauteur, avec la collaboration de Visiter le Cameroun avec moi, d'organiser cette excursion, cette randonnée sur le mont Meusa, qui a une histoire assez particulière avec la présidence de la République, le palais de l'unité qui a étudié. Donc, et il faut déjà aussi préciser que quand on dit Yaoundé, ville aux 7 collines, c'est par rapport aux 7 collines emblématiques dont le mont Meusa en fait partie, avec ses 1010 mètres d'altitude.
Donc, l'événement vise à resserrer les liens entre les amoureux, mais c'est pas seulement pour les amoureux, c'est aussi une occasion pour les personnes célibataires de faire des rencontres, de trouver l'amour. Quoi de mieux que de trouver, de se mettre en relation, de trouver le partenaire de sa vie un 14 février, ça marque véritablement les esprits. Donc, alors, notre randonnée, nous allons la commencer au Carrefour Carrière. Non, le Ah, Carrefour Carrière qui porte le nom de Meussa parce qu'en réalité, le nom c'est Meussa Carrière et oui. le quartier, il est véritablement, il porte ce nom par rapport à Meussa où il y avait une carrière où on observe encore les ruines de cette activité. Donc, pour les Ouais. personnes qui vont faire la randonnée avec nous au Mont Mesa Carrière, vous aurez l'occasion d'observer ces ruines, d'entrer en contact avec l'histoire et l'histoire qui nous dit que les minerais extraits de cette exploitation ont servi à pas mal de travaux, notamment en ce qui concerne le palais d'unité. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Donc, c'est l'occasion pour vous de venir Oh, bon, participer ce à la sera l'occasion pour randonnée. qui vont- Exactement. Ce sera l'occasion pour ceux-là qui seront avec vous demain de participer, d'en savoir plus sur le Mont Messa, sur l'histoire du Mont Messa, les populations, et de savoir que justement, le Mont Messa fait partie de l'une des plus hautes collines de Yaoundé, elle fait partie des sept collines justement. Et pour tous ceux-là qui aimeraient rejoindre Sidoine Fogofege, eh bien, je vous le dis, c'est Voyage en auteur sur Facebook, c'est la page Facebook à suivre. Voyage en auteur tout simplement, et une fois que vous êtes là, laissez un message, je vous assure, il répond toujours, il est ponctuel dans ses réponses. Sidoine, j'ai envie de te dire merci d'avoir été pour ce petit moment, de nous avoir donné un peu ton avis en tant que jeune qui entreprend, qui est tous les jours au choc, on va dire comme ça, pour que le Cameroun avance. Merci pour ta disponibilité et bien sûr, on se reprend quand tu veux et quand tu es disponible. À très bientôt. Oui, merci à toi de m'avoir invité. Ça a été un plaisir de partager mon expérience avec vous, de répondre à vos questions. Je reste disponible à toute sollicitation. Voilà, allez, on va dire au revoir à Sidoine et on va continuer ce soir encore un peu plus corsé le sujet actuellement. On va parler de sujet 3 et enfin, c'est le sujet qui va nous permettre de mettre la clé sous le paillasson. Vous le savez, depuis octobre dernier, eh bien Paul Biya a été réélu à la tête du Cameroun et en tant que président réélu, il a prêté serment et lors de sa prestation de serment, il a annoncé déjà qu'il devait avoir un changement ministériel, du moins un remaniement qui allait être assez intéressant. Eh bien, quelques mois après, on tend déjà vers le quatrième mois, voilà. Quatrième mois et toujours pas de remaniement ministériel au Cameroun. Et les questions commencent à être posées un peu partout. Le 10 février dernier, dans son annonce à la République, on a encore eu l'impression qu'il y a quelque chose de très bon qui nous attend. Remaniement ministériel au Cameroun, donc la longue attente. C'est le sujet que nous avons choisi pour clôturer cette première édition de la saison 4 de 237 Story, le podcast. Eh bien, Kemoun, j'ai envie de te passer la parole en premier. On attend l'enfant, comme on dit souvent, et l'enfant ne vient pas tout simplement. Est-ce que on est prêt de sortir de l'auberge en ce qui concerne cette longue attente pour un futur remaniement ministériel au Cameroun? Bon, déjà, pour attendre l'enfant, il faut avoir enceinté. Je ne crois pas qu'il y ait un enfant à attendre. C'est pour ça que moi, je n'attends rien dans tous les cas. C'est ceux qui veulent entretenir la galerie, ceux qui veulent donner l'impression qu'il y a quelque chose qui est fait, qui attendent un espoir et qui font des promesses. De ce qui me concerne particulièrement, je ne crois pas qu'un quelconque gouvernement de Paul Biya pourrait apporter quoi que ce soit au Cameroun actuellement. Parce que pour qu'un Mhm. gouvernement, n'est-ce pas, soit efficace, il aurait fallu que lors de cette élection, par exemple, on vous présente un projet de société que ce gouvernement viendrait implémenter. Mais on n'a pas eu l'impression que Paul Biya ait été élu pour un quelconque projet ou pour une quelconque vision qu'il apporterait au Cameroun. On a des slogans comme on en a eu durant toutes ces différentes élections qu'on a connues au Cameroun ces dernières années. On n'a pas eu l'impression que ces slogans ont porté à la moindre mesure. Justement, quand on parle aujourd'hui d'attendre un gouvernement avec des promesses de jeunes qui entreraient, qui feraient je ne sais quoi, s'il n'y a pas une vision en amont qui présente exactement quelle est la direction que doit prendre le Cameroun,
les gouvernements seront comme ceux qu'on vit aujourd'hui. Des gouvernements qui se suivent, qui se sont succédés. On n'a pas eu l'impression qu'il y a eu en arrière-plan quelque chose qui soit construit, que ce gouvernement viendrait, n'est-ce pas, avoir à implémenter pour le bien-être des Camerounais. Si depuis 43 ans, il n'a pas pu apporter un quelconque bien-être, ce n'est pas à 93 ans qu'il aurait un gouvernement qui serait efficace, puisqu'aujourd'hui, il n'a plus ni la force ni la volonté nécessaire pour suivre même les travaux de ce gouvernement. Donc, pour moi, pour être sincère, je n'attends pas de lui qu'il fasse encore quelconque au gouvernement. Voilà pourquoi, lors de la dernière présidentielle, déjà, j'ai travaillé qu'il ne soit plus là. Et je continue de travailler, n'est-ce pas, pour qu'il soit remplacé. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je n'ai plus aujourd'hui une idée de Paul Biya qui ferait quoi que ce soit. Donc, vraiment, Alors, voilà, je avec vous pose les, la question. sans te couper, hein, Kemouma, est-ce qu'avec ceux qui sont là actuellement en tant que ministres, qui étaient là, en fait, je vais dire j'ai envie de dire les ministres du gouvernement, on a dit du gouvernement actuel, on a l'impression qu'ils vont changer d'un moment à l'autre. On a l'impression dans tous les bureaux au Cameroun qu'à 17 heures, le Poste national, c'est le journal de 17 heures du Poste national est le journal le plus écouté. Parce qu'on se dit qu'à chaque moment, il pourrait avoir un remaniement ministériel. Il n'en est rien, mais est-ce que tu penses que ce serait logique pour le président Paul Biya de rester jusqu'à présent avec le même gouvernement, les mêmes ministres, sans rien changer aussi bien, même faire une sorte de une sorte de chaise musicale comme il fait souvent. Est-ce que ce serait crédible pour lui Bon, pour de de ce qui est garder de les la mêmes question, au même poste? de ce qui est de la question de la crédibilité, au Cameroun, on nomme les ministres sur quelle base? Sont-ils des ministres politiques du genre où celui-là a telle bastion dans telle partie du pays, voilà pourquoi est-ce qu'il peut faire partie d'un gouvernement? Non. Sont-ils des ministres technocrates? Non. C'est l'administration qui continue avec pour seul maître du jeu Paul Biya qui en décide. Aujourd'hui, quand on lui demande par exemple de faire même un jeu musical, celui, n'est-ce pas, qui a donné le cahier de charge, qui peut juger du travail de ses ministres, c'est lui seul. Alors, moi, je ne vois pas en quoi je vais me satisfaire qu'il remplace X ou Y. Puisque que ce soit X ou Y, le problème, c'est lui. S'il avait donné un cahier de charge à tel et qu'il n'a pas fait le suivi, pourquoi est-ce que je vais m'en prendre à l'envoyer au lieu de l'envoyer? Pour moi, ce que ces ministres font, n'est-ce pas, est exactement ce que Paul Biya voudrait qu'il fasse. S'il avait voulu qu'il fasse autrement, il se serait comporté d'une certaine façon pour obliger, pour demander les comptes. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Quand on a donné un cahier de charge à quelqu'un, on vous a dit par exemple, vous devez, à l'orée de tel mandat, m'avoir présenté tel nombre de kilomètres de route à construire, tel nombre d'adductions on doit avoir à construire, qu'il faudrait que le panier de la ménagère avec la production est à tel niveau. À ce moment-là, n'est-ce pas, vous direz que bon, il a fait le travail, toi qui n'as pas pu remplir ton cahier de charge, soit on va te remplacer, parce que voici ce qui était le cahier de charge. Quel est le cahier de charge que Paul Biya a donné à chacun de ces ministres que nous connaissons? Il n'en est rien. Et aujourd'hui, quand la plupart du temps, on en va à ministre tel ou Y, à qui on dit que bon, telles les villes sont sales, Kitcha Koutez aurait dû faire X ou Y. Le budget qui a été alloué par rapport à faire ce travail, qui est à même de l'évaluer? C'est Paul Biya lui-même. Ou ce sont les députés qui peuvent se dire, on a donné un budget pour telle année pour faire X ou Y. Aujourd'hui au Cameroun, on a ce qu'on appelle la plupart du temps l'unicité des caisses. Ou même pour sortir l'argent pour tel budget, il faudrait, n'est-ce pas, que ce soit le ministre qui décide que ça vienne de la présidence et ainsi de suite. Ce qui fait des ministres, n'est-ce pas, sont une continuité de l'administration et en fait n'ont aucune prise de décision concrète. Et la plupart du temps, quand ils ont même à impulser ou à suivre un projet, ce qu'ils font, c'est quels sont les prébendes qu'ils peuvent avoir derrière, un point, c'est tout. Parce qu'en amont, il n'y a pas un projet, une visibilité. Maintenant aussi, il faut parler essentiellement politique. Pourquoi est-ce que le gouvernement peut coincer s'il y avait un quelconque intérêt? Il y a Ouais. plusieurs avis qu'on peut mettre sur la table. Aujourd'hui, nous traversons une crise post-électorale. Il y a un Camerounais qui est à l'extérieur qui revendique avoir gagné une élection. Ça peut être une raison pour laquelle, n'est-ce pas, ce gouvernement peut coincer parce qu'il faudrait aujourd'hui que le Cameroun ait une certaine crédibilité à l'international. Et s'il faudrait qu'il y ait des gens qui se disputent, tel est président, tel ne l'est pas, ça fait qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, comme ça a souvent été indiqué par Céline Chancellerie, que les protagonistes, n'est-ce pas, s'asseyent pour trouver la direction à prendre.
Donc, Issa Chirume aurait son mot à dire par rapport à ce qui doit être la suite du Cameroun, au même titre que Paul Biya. En dehors de ça, aujourd'hui, avec la dichotomie qu'on voit dans la différente gestion des projets, on parle par exemple Oui. de ce qui fait la chronique actuellement avec le port de Douala, où le ministre des Finances dit ceci, le directeur du port dit cela, le premier ministre organise une concertation interministérielle qui aboutit à tel résultat. Et après, on a le chef d'état-major qui dit qu'il aurait reçu du président de la République que voici la direction que devrait prendre le directeur du port. On ne sait plus exactement qui fait quoi, quand et comment. Ce qui fait que l'idée de la capacité de Paul Biya à gérer le pays est remise en cause aujourd'hui. On en a parlé depuis 2019 avec la vacance à la tête de l'État. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, on se rend bien compte qu'il y a un mismanagement à la tête de l'État du Cameroun. On ne sait plus exactement qui fait quoi. Parce que s'il y avait quelqu'un, n'est-ce pas, qui donnait du là, ces différences qu'on entend entre les membres du gouvernement, on ne les aurait pas. Le Premier ministre Il n'y aurait ne pas peut une dissonance, décider comme c'est le bien cas sûr, maintenant. la dissonance fait en sorte qu'on se rend bien compte que on n'a plus de président de la République, la place est vacante et on va dans tous les sens. Donc, c'est ce qui peut Alors, justifier aujourd'hui. Je vais chuter, s'il vous plaît. Aujourd'hui également, d'accord. les hautes instructions sont remises en cause. On dit, le SG, le secrétaire général dit ceci, tel dit que non, ce n'est pas le président qui l'aurait dit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que même si aujourd'hui un gouvernement sortait, certains diraient que bon, je suis pas sûr que ce soit Paul Biya qui ait fait ce gouvernement, alors je ne pars pas. On a vu au Cameroun le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale qui avait été défait, qui pourtant continue de travailler aujourd'hui parce qu'on a considéré que la décision ne venait pas de qui, ça devait venir. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation de blocage total au Cameroun. Donc, que ça arrive, ça ne nous surprend pas. On s'y attendait et on sait que tant qu'il sera là, ça va aller de mal en pire pour notre pays. Alors, Sepiro, là, je ne vais pas dire la même question pour toi, mais une question peut-être beaucoup plus tendancieuse. Est-ce que à l'heure actuelle, on a vraiment besoin de changer de ministre avec S au Cameroun? Est-ce qu'on ne peut pas garder les mêmes tout simplement? Elle est vraiment tendancieuse, votre question. Est-ce qu'on a besoin de changer de ministre ou les garder? Non, on n'a pas besoin de les changer. Parce que avant de changer des ministres, il faut déjà, comme M. Kemoun le disait, il faut déjà qu'on ait une vision. Et qu'on ait des hommes qui sont prêts à implémenter cette vision-là. Nous n'avons pas une vision. À quoi bon changer ces ministres qui sont là actuellement? À quoi bon? À moins qu'il faut les faire profiter à de nouvelles personnes, ce qu'on appelle les avantages liés au poste, l'intéressé. Donc, Lorsqu'il y a eu la prestation de serment, on se sera attendu à ce qu'il donne quelques grands axes, mais on n'a rien eu comme axe principalement pour ce qui est de la vision politique du Cameroun pour le nouveau septennat. Non, il n'y aura rien. Parce que je pense qu'à l'heure qu'il a déjà épuisé toutes ses cartes, je pense qu'il n'y a plus rien. Je pense même le mensonge refuse de l'esprit, si vous permettez l'expression. Même le mensonge se refuse à eux. Ils préfèrent laisser planer un blackout comme ça où personne ne sait vraiment où il va. Mais à mon avis, je ne pense pas que ceux qui viendront feront mieux. Parce que ça va de mal en pire. Je pense que ceux qui viendront feront peut-être pire. Donc, je ne pense pas que sous le président actuel, il est question de nouveaux ministres. Ils ne feront rien de toutes les façons. Ils ne feront rien puisqu'ils sont nommés pas sur la base d'un projet clairement établi, sur une vision, quelque chose qu'on doit atteindre sur 2, 3, 4 ans, 7 ans même. On n'a pas de ça. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il est important. Donc, du coup, je n'attends pas. Certains disent qu'ils sont scotchés à leur radio à 17 heures. Bon, peut-être qu'ils auront des avantages. Moi, je trouve une raison à ce que même ministériel aujourd'hui. On fera quoi? On va punir ceux qui sont là. On a aussi l'impression, c'est pire, qu'il y a une sorte de consultation qui est faite, une très longue consultation de certaines personnes pour pouvoir choisir qui pourrait vraiment être dans quel ministère ou bien qui pourrait prendre quelle direction. Est-ce que on peut oser penser que des jeunes pourront enfin être pris en compte? Quand je parle des jeunes, je ne parle pas des jeunes de 70 ans.
Et comme c'est le cas généralement dans les prises de décision, je parle des jeunes, vraiment des jeunes jeunes en âge au Cameroun, qui pourraient prendre des postes ministériels. Bon, bon, je vais un peu sortir, hein. Comme je vous l'ai dit, déjà, je n'attends pas, mais je veux aussi vous dire qu'on ne peut pas avoir de jeunes, hein, on peut avoir des jeunes. Dans le gouvernement actuel, on peut pas avoir des jeunes. Qui sont les conseillers du président? Ils ne sont pas jeunes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un vieillard pourra facilement conseiller un jeune au président de la République si un remaniement Bon, devait y avoir. Franck Biya n'est pas vieux en même temps. Hein. Franck Biya n'est pas si vieux que ça. S'il faut parler de jeunesse, juste pour faire Il le n'est pas. contraste dans ce que vous dites, dans ce que l'on se dit. Franck Biya a plus de 50 ans. On a plus jeune à plus de 50 ans. Il faut souvent arrêter avec ce langage-là. Je voulais poser la question. Franck Biya, à quel âge? À moins que pour vous, la jeunesse, c'est à 77 ans, comme l'un de s'est amusé à nous dire une fois que c'est de 77 ans. Là, bon, Franck Biya, il est Non, non, encore non, non, capable. on va pas jouer le jeu des politiques. Non. On est jeune jusqu'à la Donc, quarantaine. Déjà qu'à la quarantaine, on est plus jeune. On est censé ok, être adulte à partir de 35 ans. À plus de 35 35 ans, ans, on est on plus est jeune. plus jeune. Ouais, à plus de 35 ans, on est plus jeune. Donc, quand on parle de jeunesse avec les Franck Biya qui ont 50 ans et plus, des Cabral Libi qui ont 40 ans et plus, on parle de quelle jeunesse? On va où finalement? moi, je pense sincèrement un homme est au summum de ses capacités entre 27 ans et il est en train de sortir à 42 ans. Il a la sortie à 42 ans. Après, là, c'est juste, bon, au revoir. Donc, si aujourd'hui, on doit se dire qu'on a un homme de 45 ans qui est là, il se dit jeune, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on a un sérieux problème. Donc, je ne pense pas que le président actuel et tous ses collaborateurs qui, par contre, ont eu la chance de travailler quand ils avaient la vingtaine, ils ont eu la chance d'occuper de grands postes quand ils avaient la vingtaine, mais aujourd'hui, que lorsqu'ils regardent la jeunesse en face, non, en fait, ils ne voient pas les gens, ils voient peut-être je vais permettre l'expression, des gamins qui ne savent même pas encore brailler. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut bien plus nommer un jeune. Il nommera pas un jeune. Regardez tous ceux qui battent campagne pour lui, qui font ses louanges partout et qui attendent d'être récompensés. Vous ne verrez pas un jeune, hein. Il y a pas quelqu'un de 20 ans à qui on donne un micro. Est-ce que un profil comme celui de Iram Yodi, par Vous dites, exemple, qui était candidat et qui est le secrétaire général du MP3, est-ce qu'un profil pareil, un profil comme celui de Hiram Yoti, est-ce qu'un profil pareil pourrait non, non, il ne pourra pas. Moi, je vous ai dit, c'est le système. Le système, être c'est quel intéressant niveau? pour un ministère au Cameroun? Perdu. Donc, je sais, Non. est-ce qu'un profil, un profil, Oui, je vous ai écouté, je vous ai écouté. Je ah, dis ceci. d'accord, d'accord. Je dis Mhm. ceci, c'est comme celui de Samuel Hiram Iodi. Peu importe, je vais laisse m'amuser, les Cabral, Libi et autres, hein, même si je ne crois pas en ces personnes. Toutes ces personnes-là, qu'ils soient dotés de compétences, je ne sais pas trop, ils peuvent se découvrir des talents aussi, mais dans ce système, ils ne pourront pas s'exprimer. Le système doit complètement changer. Je vous le dis, si vous arrivez quelque part où on vous dit, OK, à partir d'aujourd'hui, vous êtes ministre de la communication, on ne vous donne jamais de cahier de charge, de feuille de route, on ne vous demande jamais à quel niveau vous êtes, mais monsieur, vous laissez aller, vous ne travaillez pas. Personne ne vous demandera des comptes de toutes les façons, donc vous ne pourrez pas bosser. Aussi, un système comme celui d'aujourd'hui ne permettra pas à quiconque de pouvoir s'exprimer. La preuve, on a beaucoup de jeunes qui sont venus au Cameroun, qui sont rentrés au Cameroun, qui témoignent souvent comme conseillers. Ils disent qu'ils n'ont jamais compris comment ça fonctionne, ils sont repartis. Ils ont préféré aller vendre leurs connaissances à l'extérieur, à l'étranger. Donc, je ne pense pas que c'est pas aujourd'hui et c'est ce système que ça changera. Je l'ai dit dans un autre débat et je le dis ici. Ça ne changera pas sous le président actuel, ça ne changera pas sous le RDPC. Si vous n'êtes à partir que ces ministres et autres restent, je ne pense pas qu'il y aura un changement. C'est pour ça qu'on voit que les jeunes sont aujourd'hui beaucoup tournés vers l'extérieur, ce qui n'est pas bon pour un pays qui veut se développer. D'accord. Alors, Kemoun, une autre question. Hein. Il y a Iran Lodi dont je parlais tout à l'heure. Il y a une sorte de tête récalcitrante qui est sortie du RDPC, Léon Théi Onana. On a aussi quelques jeunes comme ça qui essayent de sortir la tête de l'eau. Et ça me donne envie de savoir, est-ce que tu penses, Kemoun, que tout simplement les jeunes Camerounais qui osent, que ceux-là, ils font peur à la classe gouvernante? Bon, il va de soi que il y a une phobie complète du changement d'où qu'il vienne au Cameroun.
Voilà pourquoi la moindre action qui viendrait de je ne sais quel kidam, n'est-ce pas, crée problème à ce régime. Quelquefois, vous ne comprenez même pas pourquoi cette frilosité. Donc, quand vous appelez des jeunes qui appellent au changement, qui pensent qu'il faut faire autrement, il va de soi que le régime, n'est-ce pas, va se sentir dos au mur et va devoir opposer la violence qui va avec. Donc, quand vous appelez Léon Taylor, comme les autres agents politiques qui essaient de proposer autre chose, qui pensent que le chef de l'État actuel n'a plus rien à proposer, qu'il est question qu'il laisse sa place, il va de soi que le régime en place, n'est-ce pas, ne peut pas entendre ça de cette oreille-là. Et aujourd'hui, quand vous voyez la mentalité de ceux qui nous gouvernent, ils se considèrent quelquefois comme des élus de Dieu. Ils se considèrent comme des gens dotés d'une intelligence que nous autres de cette génération ne pouvons pas avoir. Quand vous voyez souvent, quelquefois, même dans leur langage au quotidien, dernièrement, quand il y a la proclamation des résultats et que le président du conseil constitutionnel se trouve en famille, il dit comment lui, le père, il a fait son travail, machin, il est trop fier de lui. C'est-à-dire, vous voyez, cet élan-là, il considère que il est l'alpha et l'oméga et les autres, n'est-ce pas, qui sont là, ces enfants qui ont plus de 50 ans, sont là juste pour lui faire des éloges, des louanges, de je ne sais quoi. Même la façon de penser, ils ne pensent pas que leur enfant pourrait faire mieux ou que sont même appelés, n'est-ce pas, à faire mieux que ce qu'ils font. Ce qui fait qu'ils ne laissent pas la possibilité, ils ne laissent pas la place à qui que ce soit, même à leur propre progéniture. Donc, quand vous parlez aujourd'hui d'un Franck Billard qui a plus de 50 ans, serait jeune et qui viendrait apporter quoi que ce soit, avec ce système, quiconque met là, c'est-à-dire, vous prenez même les jeunes de Harvard, de je ne sais où là, vous leur mettez auprès de Paul Biya, ils n'en vont rien apporter de concret. Parce que tout système qui n'a pas une vision adossée sur laquelle tout le reste, n'est-ce pas, suit, vous perdez votre temps inutilement. On est dans une navigation à vie au quotidien. Même les projets qui sont initiés, n'est-ce pas, le sont simplement parce que les gens pensent qu'ils ne peuvent avoir de subsides que par ces projets-là. Ils ne peuvent justifier leur avoir que parce ils ont piloté un projet. Parce que partout, c'est la surenchère. Aujourd'hui, quand on te dit que bon, tu es membre du gouvernement, c'est parce que tu comptes gérer un budget qu'on va allouer et tu pourras avoir ta part dedans. Quand on dit qu'on te fait une faveur aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'on te donne des marchés publics, les 5 4D comme ils disent. Donc pour eux, c'est des dons. Parce qu'on considère que quand on achète un bic à 100 francs, là-bas, on va donner un bic à 1000 francs. Et tu vas donc avoir le plus là. Quand on dit qu'il faut acheter des voitures qui pourraient coûter 1 million, tu vas les acheter à 10 millions. Et ça fait des poches des gens. Voilà comment est-ce qu'on perçoit l'État chez nous. C'est une faveur que Paul Biya fait à X ou Y de pouvoir s'engraisser. Quand on te nomme, il faut qu'on te nomme à des postes où tu vas avoir des avantages à un point fini, au point où tu vas narguer tout le village. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les élites. On a endossé le développement sur le dos des élites. Quelqu'un qui a un salaire, qui a quelques avantages, mais c'est de lui qu'une communauté attend apporter le développement. Tu ne sais sur la base de quoi. C'est un peu comme aujourd'hui, je lisais un frère du côté du Mbam qui se plaignait du fait Oui. qu'un club a eu à perdre 12-0 lors du lancement de la Ligue. Et il disait qu'il était question que les élites, n'est-ce pas, accordent une oreille attentive pour que, n'est-ce pas, cette situation ne se produise plus. Je dis que, mais vous êtes malade, vous ne comprenez rien. Les clubs antérieurs ont eu à exister sur ce même prisme. Une fois que l'élite en question n'était plus au pouvoir ou était décédé, le club disparaissait. Donc, ce n'est pas une position qu'il faut continuer d'entretenir, ce n'est pas une politique, ça. Il faut sortir de cette politique de l'élite-là. Il faudrait que la population se prenne elle-même en charge. Quand il y a un projet, il faudrait que, n'est-ce pas, le projet soit viable, même si c'est un club de football. Il faut qu'il soit En fait, professionnel. qu'il soit porté par le groupe plutôt que d'être porté par des personnes. Justement, au-delà du groupe, de quel groupe on parle? Est-ce est-ce que ce seront, n'est-ce pas, les supporters qui pourront supporter parce qu'ils peuvent être actionnaires, gagner d'une certaine façon? Est-ce que ce seraient des petites entreprises qui peuvent exister dans le coin, qui peuvent porter le club? Est-ce que c'est un tas de choses qu'on peut mettre sur pied? Par exemple, ils ont des maillots. Est-ce qu'il peut y avoir un producteur qui leur permet de vendre à un certain prix pour que l'excédent soit n'est pas alloué au fonctionnement du club? Et ainsi de suite. Mais on s'attend que ce soit les élites. Quelqu'un qui n'a rien à gagner à l'intérieur. Quelqu'un qui lui-même vit d'un salaire
qui mette son salaire à contribution pour qu'on sache qu'il existe. Cette façon de faire ne peut pas développer le Cameroun et au contraire, même à mal ces petites personnes qui peuvent avoir à eux-mêmes pouvoir gérer leur propre famille. Il faut sortir de cette façon de faire qui a été instiguée justement par ce régime qui est à bout de souffle aujourd'hui. Alors, peut-être une dernière question pour te relancer avant de clore avec le sujet, avec une dernière question aussi à Sepiro. Comment on observe une sorte d'éclatement, on va dire comme ça, de la géographie camerounaise. On observe surtout bon, c'est pas encore officiel, mais on entend de plus en plus, il y aurait des sortes d'arrondissements qui naîtraient avec de nouveaux députés, tout cela pour peut-être, est-ce que c'est pour simplement satisfaire certains égos ou bien pour contenter certaines personnes qui auraient beaucoup battu campagne pendant les élections présidentielles? Bon, je ne prendrai pas ça sous ce prisme-là, parce qu'il faut dire une chose, le découpage politique ou administratif qu'on a aujourd'hui date des années avant 1990. On a 180 députés depuis 1988 et pourtant la population, n'est-ce pas, on pourrait dire a presque doublé. Ce qui fait que les députés, n'est-ce pas, ne sont plus exactement représentatifs de ce qu'ils devraient être. Donc cette carte politique doit être revue. Et aujourd'hui, quand on parle même des circonscriptions administratives qui ne répondent plus à une réalité, que ce soit démographique ou même économique ou politique. Aujourd'hui, quand on parle de la répartition même des élus par région, il est inadmissible qu'une ville comme Yaoundé, qui a plusieurs millions d'habitants, ait moins d'élus que, par exemple, une contrée comme l'Est ou le Sud, qui auront plus d'habitants que les contrées comme Douala et Yaoundé, ainsi de suite. Donc, il faut revoir tout cela. Donc, quand on parle d'éclatement avec de nouveaux arrondissements qui doivent renaître, ça pourrait être sur le fait politique exactement, donc comme récompenser ce qui aurait dû. Mais si c'est seulement sur ça, bien entendu, c'est qu'on n'a rien compris. Mais ça pourrait résoudre un problème de rapprocher, n'est-ce pas, les administrés du pouvoir en ayant de nouvelles sous-préfectures qui seront plus proches du peuple, en ayant de nouvelles mairies qui seront, n'est-ce pas, à même de pouvoir d'être plus proche du peuple pour qu'on ait plus à faire des kilomètres pour aller, donc, poursuivre la décentralisation, quoi. Certifier certains documents, oui. Parce que jusqu'à présent, on pourrait dire une chose, bien qu'on ait ces administrations, ça n'a pas apporté un code de développement, mais toujours est-il que ce serait utile de rapprocher la population, n'est-ce pas, des gouvernants et aussi que la carte politique épouse un peu l'environnement d'aujourd'hui. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas, date des années qui ne conviennent plus à notre environnement actuel. Donc, moi-même, je suis pour cet éclatement-là, pour cette révision générale. Mais pour cela, il faudrait que ce ne soit pas le fait d'un seul individu, que ce soit le fait d'un projet bien pensé et, si possible, que les uns et les autres soient associés pour que ça puisse porter. Mais sinon, nous autres qui sommes politiques, sommes prenants et nous sommes prêts pour qu'à l'avenir, n'est-ce pas, nous occupons ces fonctions-là. D'accord. On va dire en tout cas beaucoup de courage à tous ceux qui se lancent dans la politique et qui ne pensent pas uniquement à eux, mais peut-être au bien des populations d'abord. C'est Pierrot, peut-être on va chuter on va finir, clôturer l'émission en fait avec toi. Demain, 14 février, fête de l'amour. Tout va bien se passer de ton côté? Tout va bien se passer de mon côté, pas personnellement, mais parce que je serai aux côtés d'un de mes petits frères que tu connais bien. Il s'appelle Sio Herman, ça fera 1 an qu'il s'est marié avec Merveille, donc je leur souhaite déjà bonne fête et joyeux anniversaire de mariage, donc ça va bien se passer de toutes les façons. Voilà. En tout cas, on va souhaiter à Herman Sio, comme tu viens de le dire, une très bonne célébration du 14 février, très bonne célébration du fait de l'amour à tous ceux qui sont amoureux, à toi également, Kemoun, bonne fête de l'amour. L'amour pas seulement avec madame, peut-être aussi avec nos enfants, nos parents. Bonne fête à vous, auditeurs, auditrices de 237. Soyez bien. C'était pour vous la première édition de l'année 2026. C'est la saison 4 déjà. On remercie tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. On remercie Tidouane Fegofegui qui a accepté notre invitation également.
Les thématiques de ce jour, on a parlé de l'anniversaire du président Paul Biya, 93 ans. On parle plus de bilan et de promesses plutôt que d'autres choses. On a parlé également des jeunes Camerounais qui ont de plus en plus de la peine. Et vous venez de l'écouter en dernière thématique. Eh bien, on a parlé toujours de politique au Cameroun avec le remaniement ministériel qui tarde encore. Nous, en tout cas, on est là, ou bien on était là. Pour 237 Story, c'est CWK. Merci pour votre agréable écoute. On se dit à très bientôt dans exactement 2 semaines pour le prochain rendez-vous. Bye bye.